Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier donc paramédical de cette édition de HCV. Donc moi je suis Nicolas Pierriou, le médecin de l'équipe, mais je ne vais pas parler trop longtemps, je vous rassure. Moi j'ai une activité de cardiologue, je suis cardiologue à la base, mais parmi mes activités, je travaille également dans le pôle d'imagerie. Et à l'occasion de cette édition d'HCV sur l'ischémie, on a proposé avec le comité d'organisation d'organiser un petit peu une rencontre entre vous dans les unités de soins ou sur les plateaux techniques interventionnels avec l'équipe d'une part du pôle d'imagerie, médecine nucléaire et scanner et l'équipe du labo d'écho. Parce que ce sont des activités en fait qui procèdent à des examens d'imagerie qui interviennent naturellement énormément dans la prise en charge du patient coronarien. Donc je vous présente ici, vous allez avoir l'occasion de rencontrer Pauline Gobin et Sophie Le Gallic pour la médecine nucléaire. Il y aura Marie Lamour pour le scanner, au milieu, et puis Agnès Petit et Sandrine Erniaud pour l'écho. Donc l'idée c'est de faire quelque chose de très très interactif, que vous puissiez échanger sur toutes les questions qui se posent sur comment on fait ces différents examens. Qu'elle aussi profite également des échanges à travers les retours et les questions que vous allez pouvoir leur poser. Et puis donc pour lancer un petit peu cette discussion, Pauline a préparé avec toutes ses collègues un petit quiz pour voir un petit peu ce que vous connaissez et à quelles questions on va avoir besoin de répondre ce soir. Pauline. Bonjour à toutes et tous, surtout des femmes. Avant de commencer notre petit quiz, on voulait déjà un petit peu faire des présentations, parce que nous on s'est présentés. On est manip radio et infirmière, et dans la salle, du coup, on voulait voir un petit peu les professions qu'il y avait dans les paramédicaux. Les infirmières, est-ce que vous pouvez lever la main ? On avait une bonne représentation. Les aides-soignantes ou aides-soignants ? Ok. Des manip radio ? Ouais. D'autres professions ? Cadre de santé, oui, peut-être. Ah, oui. Et secrétaire. D'accord, ok. Du coup, comme Nicolas Pierriou vous l'a dit, on va commencer par un petit quiz histoire de briser la glace. Ça va être vote à main levée directement. Donc du coup, la première question était quel examen expose le patient au rayonnement ionisant ? Échographie, scintigraphie, scanner ou coronarographie ? Selon vous, est-ce que l'échographie expose au rayonnement ? La scintigraphie ? Le scanner ? La coro ? Très bien. Pas mal. Bon, on n'a pas besoin de faire la présentation. Je pense qu'on continue. Alors, la deuxième question. Dans le cadre d'une recherche d'ischémie, lors de quel examen le patient devra-t-il effectuer un effort ? Ah, c'est un peu plus compliqué. Donc pareil, écho, scinti, scanner ou coro. Donc pour l'échographie, ouais. La scintigraphie, le scanner et la coronarographie. Vous êtes trop fort. Je crois qu'on va rien avoir besoin de dire en fait. C'est pas... Oui, du coup, je vais cliquer. Tu cliques ? Ah oui, je n'ai pas cliqué. La question. Ouais. Alors, troisième question. Pour une échographie de stress ou une scintigraphie myocardique, le patient doit être à jeun. Vrai ou faux ? Tout le monde est d'accord ? C'est bien. 10 sur 10. C'est parti. Et pour le coroscanner, tout le monde est OK avec ça ? OK.
Alors, avant une scintigraphie myocardique, le patient ne doit pas prendre ni thé, ni café, ni chocolat, ni banane, ni coca. Ah, pourquoi? Petit A, pas d'excitant avant l'effort. Petit B, interaction avec le traceur injecté. Petit C, interaction avec les produits pharmacologiques. Ou le dernier, le patient peut manger ce qu'il veut. Alors, le premier, pas d'excitant avant l'effort. Levez la main. Ouais, levez les mains. Levez la main. Pas d'excitant avant l'effort, ce qui paraîtrait logique. Faut pas tomber dans le piège. Alors, est-ce que ça serait parce que ça fait une interaction avec le traceur qu'on va injecter? Levez vos mains. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ok. Ouais. Est-ce que ça ferait une interaction avec des produits pharmacologiques? Ah, est-ce que le traceur est un produit pharmacologique? C'est la bonne question. Et dernière, est-ce que le patient peut manger ce qu'il veut? Non. C'est pas ça. Et voilà. Donc le traceur, pour le coup, n'est pas considéré comme un produit pharmacologique. Mais on va tout vous expliquer. Alors, lors de quel examen y a-t-il un risque allergique pour le patient? En échographie, en scintigraphie, au scanner ou dans aucun des examens? Alors, qui dirait en échographie? Lève la main. Okay. En scintigraphie? Ok. En scanner? Aucun examen. Scanner. Quel scanner? Ça va, excusez-moi. Très bien, fin du quiz. Je te passe la main. Ben voilà. Hop. Juste être une page avant après. Ouais. Donc du coup, avec ma collègue Sophie, on va vous présenter la scintigraphie myocardique, pardon. Et les filles vous présenteront ensuite l'échographie et le coroscanner. Hop. Ça ne marche pas. Diapo suivante. Ça marche avant. Ouais. Vers où vous l'avez Non, fait? je pense pas qu'il y ait besoin. Ah là, c'est passé. C'est le bouton, celui-là. Ouais, c'est ce que je faisais, mais... Problème technique. Tac. Donc le principe de la scintigraphie, en fait, on va aller injecter un traceur radioactif dans la veine du patient, avec un traceur, du coup, qui est propre à l'organe qu'on va vouloir étudier. Donc là, du coup, dans le cas de la scintigraphie myocardique, on utilise soit du thallium, soit un produit au technetium, du coup, marqué au MyoView. Le produit va partir dans le sang et va se fixer sur le myocarde, partout où le cœur sera bien perfusé. Et donc, notre patient, on va le placer sous une caméra. Il va émettre des rayonnements gamma, qui vont, du coup, les photons vont être récupérés par la caméra, et grâce à ça, on fera une image. Donc ça, c'est les grands principes. On va revenir un petit peu plus en détail après sur l'acquisition des images. Donc, il va se faire, nous, dans un mode tomographique. Ça veut dire, en fait, qu'on va faire différentes images en bougeant le détecteur à chaque image. Donc, on va faire un petit cinéma autour du patient, faire des photos tout autour de son thorax. Donc, c'est des petits dessins que vous avez là au milieu avec les différents positionnements du détecteur. Donc là, c'est bien le détecteur qui va récupérer la radioactivité qui est émise donc par le patient puisqu'il a été injecté. Et puis avec tout ça, par reconstruction informatique, on va faire ensuite des plans de coupe dans les 3 plans de l'espace, comme on va pouvoir le retrouver aussi dans d'autres imageries. Alors, il y a une petite vidéo. Est-ce que ça va... Je ne sais pas si ça va... Voilà. Donc en bas, vous avez en fait l'association, toutes les petites images qui vont tourner autour du patient.
Donc on récupère en fait des photons, c'est-à-dire c'est des petits points qui vont être accumulés dans les pixels. Et puis on va avoir de plus en plus de petits points là où il y a du produit. Et c'est ce qui est représenté par l'échelle de couleurs que vous avez sur le côté. Donc plus c'est noir, moins il y a d'activité. Et plus on va vers le blanc, plus il y aura d'activité, donc plus il y aura de présence du produit injecté. Donc, dans notre service, on a 3 gamma caméras là, à l'hôpital Nord. Une, du coup, où on peut effectuer divers types de scintigraphie et 2 qui sont réellement dédiées que au cœur. Donc, la première, du coup, on peut effectuer aussi des scintigraphies pulmonaires ou des scintigraphies pour la neuro. Et du coup, les 2 autres appareils sont dédiés au cœur. On les appelle des CZT. Donc, ils permettent une acquisition plus sensible et plus rapide. Ils nous ont aussi permis, du coup, de réduire les doses aux patients. Donc, selon les caméras, le patient sera installé différemment, soit assis, soit allongé sur le dos ou sur le ventre, selon si c'est un homme ou une femme également. Donc voici notre enregistrement de scintigraphie. Je vous ai parlé des images qui vont permettre de faire l'enregistrement qui permet de faire les images. On va aussi enregistrer ces images, synchroniser l'électrocardiogramme. Donc dans chaque cycle cardiaque, on va en fait faire des toutes petites images de façon à découper le temps de la diastole et de la systole. Ce qui va permettre aussi d'analyser le mouvement donc du muscle cardiaque et donc la contraction cardiaque. Mais ce n'est pas l'indication principale de la scintigraphie myocardique, c'est vraiment la recherche de l'ischémie. Mais on peut aussi quand même l'analyser, ça donne des informations pour un secteur qui est moins bien perfusé, va moins bien se contracter. Donc là aussi, vous avez en image la contraction que l'on obtient avec toujours la fixation de notre produit qui apparaît en jaune. Alors là, c'est moi. Je peux avoir le micro ou vous m'entendez ? Ce matin, vous avez dû entendre parler pas mal des tests d'ischémie et de dépistage. Donc, en fait, vous allez voir un petit peu progressivement la complémentarité entre les différents examens qui vont vous être présentés là. Mais donc, faut savoir qu'un patient, quand il est coronarien, on va partir de l'hypoperfusion. En fait, la présence de la sténose, plus elle est sévère, moins on a de sang qui arrive pour irriguer le myocarde. Donc à ce moment-là, on parle de baisse de la perfusion. Puis vous voyez qu'entre la baisse de la perfusion et le symptôme dont va se plaindre le patient, c'est-à-dire l'angor, il va se passer plein de choses qui peuvent être potentiellement asymptomatiques. Et alors, les choses qui vont se passer entre tout ça, on va avoir des modifications un petit peu complexes au niveau de la cellule qui sont des modifications du métabolisme, ensuite des troubles de la fonction diastolique, donc du remplissage, et puis ensuite des choses qu'on va réussir à voir également en imagerie qui sont des troubles de cinétique, c'est-à-dire que le muscle qui est moins bien oxygéné, il va moins bien se contracter, moins bien fonctionner. Et puis ça peut se traduire, quand c'est vraiment très très étendu, très sévère, par une baisse de fraction d'éjection. Ça aussi qu'on peut mesurer par différents examens. Et puis enfin, vous allez voir que en dernier lieu, avant les symptômes, la dernière chose qui va se modifier, mais finalement très tardivement, c'est le CG. Donc ce qu'on peut voir avec l'épreuve d'effort. Donc ce schéma-là, vous allez le retrouver un petit peu dans tous les examens qui vont être présentés. Puis vous voyez que la scintigraphie, finalement, elle va pouvoir détecter l'ischémie par plein de façons différentes. Évidemment, comme vous l'avez très bien répondu sur le quiz initial, les patients ils vont faire une épreuve d'effort ou équivalent, vous allez voir, où là on va rechercher le symptôme, l'angor et les troubles de l'électro. Et puis l'imagerie scintigraphique, le cœur de ce principe-là, c'est de détecter l'hypoperfusion. Mais avec ce que vous a montré Sophie sur l'image synchronisée, là où on a aussi de la cinétique, on va pouvoir détecter le trouble de cinétique segmentaire et la baisse de fraction d'éjection, qui seront aussi recherchés, vous le verrez ensuite, par l'écho.
Alors vous allez voir maintenant en pratique comment ça se passe. Donc, concernant la préparation du patient, au contraire, on leur demande surtout pas de venir à jeun. Ça serait, l'examen est de meilleure qualité si le patient a mangé avant de faire un test d'effort. On leur demande de venir avec leurs ordonnances de médicaments. Les cardiologues ont besoin de savoir si les patients sont bien sous bêta-bloquants ou s'ils ont arrêté leur bêta-bloquant. Parfois, les médecins qui adressent demandent à ce que l'examen soit démaquillé, donc sans bêta-bloquant. Voilà, et on demande aussi aux patients de venir avec une tenue adéquate. Et ça, c'est pas toujours le cas. Parfois, ils savent qu'ils font une épreuve d'effort. Parfois, ils connaissent pas trop l'examen. Ils arrivent en talons aiguilles et en jupe. Voilà. Les patients hospitalisés, parfois, ils arrivent avec la blouse ouverte dans le dos et les chaussons. Pieds nus, ouais. Voilà, ou pieds nus, oui. Enfin, les petites charlottes aux pieds. Bon, quand vous nous envoyez des patients hospitalisés, couvrez-leur les fesses, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et chaussures. Avec des chaussures. C'est quand même les chaussures. Ouais. Oui. Les chaussures, c'est bien. Fesses à l'air et chaussures. Ouais. Alors, ah oui. Pour continuer, donc, dans la préparation du patient, il y a tout un interrogatoire, bien sûr, qu'on va réaliser auprès du patient. Et l'une des questions fondamentales, c'est presque notre première question, même dès l'arrivée du patient dans le service, c'est de savoir s'il a pris du thé, du café, du chocolat, du Coca-Cola, de la banane. Donc tout ça, c'est important pour nous parce que dans certaines situations, le médecin ne pourra pas faire le test d'effort ou le test pharmacologique, puisque là, ces produits sont tous contre-indiqués aux injections des vasodilatateurs coronariens qu'on va utiliser lorsque l'effort sera contre-indiqué ou lorsque l'effort ne sera pas possible. Donc il faut absolument qu'ils n'aient pas pris ni thé, ni café, ni chocolat. Parce qu'en fait, on ne sait pas, même si un patient va pédaler, pendant qu'il va pédaler, on peut être amené à injecter nos produits. Donc sur le moment du vélo, il faut bien qu'on sache s'ils sont sans thé, café, chocolat pour pouvoir faire l'examen jusqu'en entier. Donc tous ces produits, on va dire, ne sont pas des excitants à proprement dit. La banane n'est pas forcément un excitant, mais ils contiennent tous des substances qui vont interagir au même endroit sur les cellules que nos produits vasodilatateurs coronariens. Donc ils vont être chez nous, on va en reparler tout à l'heure, l'adénosine, si vous connaissez, la persantine et le Rapiscan. Les 3 produits qu'on utilise. Si. Du coup, pour la scintigraphie, mais pour tous les patients qui vont venir pour la scintigraphie. Alors, on va parler du test d'effort en scintigraphie. En scintigraphie. C'est vrai que s'il peut faire un effort, et s'il a pris un café, c'est pas grave. On n'en aura pas besoin. On le sait pas à l'avance, quoi. Oui, un patient peut avoir pris un café, ce qui arrive. Donc, on va voir le médecin. Est-ce qu'on peut faire ou pas le test d'effort, sachant qu'on ne fera que le test d'effort, on ne pourra pas compléter la recherche d'ischémie par ces vasodilatateurs. Ça, c'est un problème dans toutes les circonstances où on ne peut pas faire qu'un effort maximal, où on va devoir compléter par les produits qui vont vous être détaillés ensuite. Alors peut-être aussi parce que nous, il nous faut une épreuve d'effort maximale, ou en tous les cas un test ischémique par les différents produits vasodilatateurs, optimal aussi. Pour qu'on soit sûr d'être vraiment en condition d'effort maximale. Un test d'effort classique va être mené jusqu'au maximum, je pense, et puis voilà. Nous, il faut qu'on aille vraiment jusqu'au maximum et qu'il soit interprétable et maximal. Donc, du coup, le rôle du manipulateur en salle est important au niveau de la préparation du patient. Déjà, avant de prendre en charge notre patient, on va vérifier la demande, donc le courrier du cardiologue, pour déjà vérifier que la demande est valable, mais aussi pour vérifier justement un certain nombre de contre-indications à l'effort, qui ferait qu'on ne peut pas faire l'effort sur un vélo,
mais qu'on sera obligé de passer par des médicaments. Ensuite, on va prendre en charge notre patient, vérifier son identité, bien sûr, son poids, sa taille. Le poids est très important parce que du coup, ça va nous permettre de demander la seringue au laboratoire, parce que la seringue radioactive va être faite en fonction du poids du patient. Donc, on la demande vraiment quand on est sûr de pouvoir faire l'examen et une fois qu'on connaît le poids du patient. La contre-indication principale à notre examen, ça serait de ne pas pouvoir injecter le traceur radioactif. Et ça, la seule contre-indication, c'est la grossesse. Donc là, en cas de grossesse, pas de scintigraphie. Ensuite, du coup, il y a des contre-indications relatives à l'imagerie de scintigraphie, enfin pour l'effort du moins, comme on en parlait tout à l'heure. Donc on va rechercher s'ils ont un pacemaker, s'ils ont un bloc de branche gauche. Là, on ne fera pas un effort sur vélo, ou sauf dans certains cas. Après, on voit avec le cardiologue. C'est toujours le cardiologue qui choisit de toute manière quel sera l'effort qu'on fera pour l'examen. On recherche les grosses contre-indications médicales où là, du coup, c'est complètement interdit de faire un effort sur vélo. Donc, l'anévrisme de l'aorte, le SCAR récent, l'infarctus récent. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, on va vraiment préparer le patient, lui poser sa voie veineuse, faire un électrocardiogramme de repos, prendre une tension de départ, sachant qu'après, pendant l'examen, on reprendra des tensions au fur et à mesure de l'effort pour le surveiller. Et ça va être un temps fort du coup de l'explication de l'examen, parce que du coup c'est vraiment un examen où on a besoin d'une bonne coopération du patient. Pendant l'effort, on a vraiment besoin que le patient n'ait pas peur au moment où on va injecter le produit. On a besoin qu'il ne s'arrête pas de pédaler en plein milieu de l'examen, qu'il nous décrive ses symptômes, pour du coup que tout se passe correctement et qu'on puisse faire des images correctes à la suite. Donc, souvent, arrivé à ce moment-là de la préparation, les préparateurs en pharmacie nous ont apporté notre seringue radioactive. Donc là, on vérifie avec tout un système de code barre que la seringue correspond bien à notre patient, que c'est la bonne dose. Et ensuite, on prépare, donc on installe notre patient pour l'effort et on va chercher le cardiologue. C'est à ce moment-là qu'il va vérifier si du coup notre préparation est OK et valider le choix du test, à savoir si on fait un effort vélo ou pharmacologique. Ouais, c'est juste après. Ça marche pas? Donc une fois que tout est prêt, nous on s'est orienté vers un test d'effort ou pas, en fonction de toute l'interrogatoire qu'on a eu avec le patient. Et puis, donc, si on le met sur le vélo, de toute façon, voilà, on n'installe que le patient sur le vélo. C'est le médecin qui rajoutera, comme je vous le disais, s'il y a besoin d'un médicament en plus. Donc, souvent, on fait le test d'effort seul. C'est quand même la majeure partie des épreuves d'effort. Où le patient donc, fait son effort seul. Le cœur s'accélère suffisamment pour que l'épreuve d'effort soit maximale. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on peut compléter donc, avec un vasodilatateur coronarien qui est souvent le Rapiscan, puisqu'injecté assez rapidement sur 20 secondes là, sur le vélo. Si l'effort n'est pas possible ou contre-indiqué, on va réaliser différents tests pharmacologiques. Donc, je vous disais la persentine, avec l'adénosine ou au Rapiscan. Ces produits sont choisis aussi en fonction de certaines contre-indications, notamment les patients asthmatiques. On va plutôt utiliser le Rapiscan, qui n'est pas vasoconstricteur, enfin bronchoconstricteur. Et l'adénosine a aussi une durée d'action très très courte chez les gens plus à risque, alors que la persentine va être utilisée autrement plus couramment dès que l'effort physique simplement n'est pas possible. Et les tests mixtes, je vous en ai parlé avant en fait, on a déjà évoqué. Donc là, c'est du coup en photo, vous allez pouvoir voir une de nos salles d'effort. On en a 3 dans le service, 3 caméras, 3 salles d'effort. Donc c'est dans cette salle-là qu'on va préparer notre patient. C'est aussi dans cette salle-là qu'il y aura le test d'effort, qu'il soit ergonomique ou pharmacologique. On injectera du coup le traceur, donc du coup qui sera dans une seringue plombée, pendant le vélo, donc au pic de l'effort, quand le cardiologue nous le demandera. Donc généralement on attend les 85% de la FMT, mais tout dépend si le patient est bêta-bloqué. Voilà. Concernant la dose de l'examen, si
si on peut comparer un petit peu, l'irradiation naturelle correspond à peu près à 3 millisieverts par an. Nous, du coup, suivant si on utilise du thallium ou du TEC, on n'aura pas la même dose, parce que ce n'est pas les mêmes demi-vies. Donc la demi-vie d'un radiopharmaceutique, c'est le moment du coup, où le produit aura diminué de moitié de son activité pour le patient. Donc si on utilise du thallium, l'examen sera à peu près de 11 millisieverts. Quand on utilise du TEC, c'est moins élevé, ça revient à 6 millisieverts. Donc à peu près, du coup, 2 fois une exposition naturelle annuelle. Voilà. Ah oui. On avait préparé une petite vidéo du coup pour vous montrer concrètement comment se déroulait l'examen. Donc, je ne sais pas trop comment. Normalement, il y a une vidéo juste après. Je ne sais pas si c'est nous qui la lançons. Ouais, je pense. Donc voilà, c'était pour faire en image rapide notre préparation qui dure à peu près quand même un quart d'heure, hein, le temps de tout préparer, avoir le produit. C'est un peu long, on a voulu essayer de condenser la préparation en images un peu plus visuelles. Et vous avez vu qu'à la fin, donc, il y avait la reconstruction des images, une fois que l'acquisition est terminée. Je sais pas si oui, je peux juste passer. Donc on va utiliser nos petites images pour différencier en fait la perfusion cardiaque normale dans un vaisseau qui n'est pas obstrué, dans lequel il n'y a pas d'athérome. Donc les deux vaisseaux normaux vont donc diffuser de la même façon le produit. Les cellules vont fixer le thallium ou le produit de la même façon. Donc on aura une image plutôt homogène de fixation. Je sais pas si oui. Ici, parce que là, nos deux vaisseaux ont bien distribué la même quantité de produit pendant le test d'effort. Et puis sur une autre artère ici qui va être donc plus sténosée et une artère normale, on va avoir la même chose, sauf qu'à l'effort, vous savez que les artères se dilatent, la fréquence cardiaque augmente, et donc l'artère saine va se dilater, l'artère sténosée beaucoup moins, et donc notre produit va se fixer sur le territoire où l'artère perfuse bien, normalement, et bien sûr, on aura moins de produit, parce que l'artère ne se sera pas autant
dilatée que l'artère saine. Donc on va voir en fait ce qu'on appelle nous, les hypofixations, c'est-à-dire que le produit ne sera pas fixé sur la zone mal perfusée. Pour terminer, une image donc, de scintigraphie normale. Comme on a fait un test d'effort, on va aussi rapidement vous parler, bien sûr qu'il n'y a pas que la recherche d'ischémie. Quand on fait une scintigraphie, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Quand on fait une scintigraphie, on fera toujours une série, enfin très souvent la série de scintigraphie à l'effort, qu'on comparera à une scintigraphie au repos. Cette scintigraphie au repos, elle a lieu 2-3 heures après. Et là, on va retrouver les 3 plans de coupe, coronal, sagittal et transverse. Et à chaque fois, on va comparer l'effort avec le repos. Et sur chaque plan de coupe, donc on doit reconstruire avec voilà, des images comparables. Donc là, on voit que la fixation, elle est homogène sur l'ensemble du ventricule gauche. Et dans les 3 plans de l'espace, toutes les parois, en fait, sont bien fixées. Et on va terminer par un examen qui, lui, est moins normal, puisque en scintigraphie d'effort, on a une fixation qui ne sera pas complètement homogène. On verra bien qu'il y a des zones où, du coup, il n'y a pas de fixation. Il y a une hypofixation du produit. Donc là, il n'a pas été distribué. Pas été distribué pendant l'effort où le muscle n'est plus viable. C'est ce qu'on contrôle, en fait, avec la série de scintigraphie au repos, ou ce qu'on appelle aussi viabilité ou cliché tardif. On va pouvoir voir aussi la fixation donc, au repos, en laissant le produit continuer à circuler au repos. Est-ce que, du coup, les cellules sont viables? Donc c'est vraiment l'examen de viabilité, plus. Qu'on compare aussi. Et je crois qu'on a fini, parce qu'on a été longue. Merci beaucoup, hein, super. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement pour la médecine nucléaire, là, pendant que l'écho s'installe? Quel élément vous fait prendre la décision de revoir le patient ou non au bout de 3 heures? Parce qu'il y en a qui restent qu'1 heure et d'autres qui reviennent. Ah oui. Alors, donc, suite à la première partie, en fait, c'est plus médical. C'est le médecin déjà qui va choisir, en effet, si on va devoir faire la deuxième partie au repos ou pas, en fonction de l'indication, donc du courrier, de la demande, de ce que le cardiologue demande, en fonction de la réalisation du test d'effort, comment il s'est passé, est-ce qu'il a eu des douleurs pendant le test d'effort, est-ce qu'il y a eu des modifications sur l'électrocardiogramme, et puis ensuite, bien sûr, les images. Avec tout ça, le médecin qui a fait tout ça, qui a suivi ça depuis le début, décide ou nous transmet s'il a besoin de faire également la scintigraphie au repos 3 heures après. Donc bien sûr, souvent on ne la fait pas si l'examen est normal, le patient n'a pas eu de symptômes, ou exceptionnellement quand c'est un patient connu, qui est coronarien connu et qui ça n'a pas bougé depuis 5 ans, s'ils reviennent en suivi. On fait quand même... Je sais pas maintenant, 50. Oh, il y a plus de la moitié quand même qui reviennent, 50% peut-être qui reviennent. On fait aussi beaucoup d'examens diagnostiques, donc c'est pour ça qu'il y a des patients qui ne reviennent pas l'après-midi. Pour les personnes qui travaillent en unité de soins, vous allez voir un peu des deux, hein, les deux extrêmes en fait. Scintigraphie d'effort normale pour une douleur thoracique un peu atypique, pour qui on veut éliminer un syndrome coronarien et qui va rapidement sortir. Donc là, si la scintigraphie d'effort est normale sur une douleur atypique, on s'arrête là. Par contre, on peut être dans un cas beaucoup plus extrême d'infarctus, où là, on va nous demander, c'est une indication qu'on a souvent pour les hospitalisés, des scintilles de viabilité aussi. Où donc là, il faut plusieurs... on peut cumuler les deux avec plusieurs temps, donc un stress... Un repos quelques heures après, et parfois on va demander des clichés tardifs 24 heures après. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. C'est pour voir si la zone d'hypofixation qui vous a été bien montrée là finit par récupérer et garde une certaine viabilité pour éventuellement un stent ou un pontage. Alors là, on vous a parlé de 2 produits. On ne voulait pas trop rentrer dans les détails physiques. En fonction du produit qu'on utilise et sa durée de vie, en effet, le thallium, il a une durée de vie de 3 jours. Donc le lendemain, il continue lui à circuler par les coronaires. Donc il peut se refixer. Ça permet vraiment d'étudier la viabilité.
Et on n'a pas besoin de réinjecter, ils sont injectés à l'effort et ça suffit jusqu'au lendemain matin. Pour le technétium, qu'on utilise aussi beaucoup plus en diagnostic, il faut faire une injection à l'effort et il faut refaire une injection au repos, où on voit la vascularisation au repos. Pour la viabilité, on fera plutôt en effet avec du thallium. Donc ça peut dépendre, on a 2 produits qu'on peut utiliser vraiment pour cette scintigraphie. Y a-t-il des recommandations par rapport aux excrétables ? Pardon ? Y a-t-il des recommandations par rapport aux excrétables ? Alors, vaste question. On n'a pas pensé à celle-ci. Alors, les produits pharmaceutiques s'éliminent en partie de façon urinaire, mais pas enfin, c'est pas 100% comme, je pense, l'iode au scanner. Donc non, il n'y a pas de consigne. En scintigraphie cardiaque, une grande partie s'élimine avec les cellules myocardiques. Et puis, il y a une partie, oui, urinaire, ça c'est sûr. Donc, ils peuvent boire un peu plus d'eau que d'habitude, de façon à éliminer plus rapidement le produit. Ouais, dans la circulation normale. En fait, nous, on fait un examen. Dans le service, on a des toilettes spécifiques quand les patients sont injectés, parce que tous les patients sont injectés. Donc, ça fait une concentration de radioactivité qui serait éliminée. Et puis, cette évacuation-là attend un certain temps avant d'être évacuée dans la circulation normale. Pour tout ce qui est scintigraphie autrement, les gens sont beaucoup en externe. Donc, de toute façon, repartent chez eux et revivent normalement entre les 2 examens et ensuite après l'examen. Oui, c'est vrai. Vous avez eu des personnes qui ont fait des arrêts ou des malaises Rarement. Ouais, c'est pareil. Ouais, en épreuve d'effort, ouais, on peut être amené à devoir, devoir entreprendre des gestes d'urgence. Ouais, on a un bouton d'appel à des soins intensifs. Dans la salle d'effort, vous avez vu, il y a un chariot réel dans chaque salle. Il y a un chariot par salle, on a 3 chariots dans le service. Un bouton d'appel d'urgence. Au vélo sur les coups d'effort, là il est vraiment comme sur un vélo. Oui. Pour chaque scintille myocardique, il y a cette notion d'effort à chaque fois. Il ne peut pas être juste une scintille myocardique simple. Juste la viabilité, là, dont on vous a parlé, la viabilité, ça peut être qu'au repos. Ça peut être qu'au repos. Voilà, pour la viabilité. Si si le médecin recherche que la viabilité, parce qu'il y a déjà eu la coronarographie, ils savent déjà qu'il y a des artères atteintes, on peut faire que la viabilité. Mais ça représente quand même, on va dire, un examen par jour maximum, alors qu'on fait 27 scintigraphies d'effort par jour. Et tout le monde peut le faire, ou il y a les personnes âgées, tout ça. Si. Tant qu'ils peuvent pédaler, à 90 ans, on les met sur le vélo. Et s'ils ne peuvent pas, on fait le médicament qui remplace l'effort. Oui, la viabilité. Alors, parce qu'il y a l'effort, quand on va injecter notre traceur à l'effort, qu'est-ce qui va travailler le plus ? Le cœur. Donc, le produit va aller se fixer préférentiellement sur le cœur. C'est l'organe qui travaille le plus, donc qui va fixer le plus. Quand on fait une scintigraphie de viabilité, on l'injecte au repos, le patient, et ça va aller se fixer aussi sur ce qui travaille le plus. Et quand ils sont en pleine digestion, on va avoir des fixations digestives du foie et de l'appareil digestif qui vont pouvoir masquer ou gêner ou perturber l'enregistrement des photos. Vous avez parlé d'une contre-indication, au début, si j'ai bien compris, pour les patients qui portaient un pacemaker ou les patients qui avaient un bloc de branche gauche. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Voilà, donc ça, c'était des contre-indications propres à la scintigraphie, en fait. Parce qu'on sait qu'avec avec un pacemaker, comme nous, le critère, c'est que le cœur s'accélère suffisamment en fonction de son âge, du patient. Donc nous, c'est les 85%, voilà, que le patient ait fait un bon effort. On sait qu'avec le pacemaker, il ne va pas s'accélérer. Donc, dans la majeure partie des gens qui ont un pacemaker, on ne fait pas de test d'effort. On joue plus sur la dilatation, en fait, des artères coronaires. Sauf quand le médecin estime que ce pacemaker, ça lui permet quand même de faire un test d'effort, c'est arrivé. C'est en fonction des types de pacemaker. Nous, ça, c'est vrai que c'est le cardiologue qui décide. Et pour le bloc de branche gauche, c'est qu'en fait, si on injecte le traceur pendant que le patient est à l'effort et qu'il y a
il y a une hypofixation, enfin il y a une sténose au niveau de l'artère qui irrigue la paroi septale. Si ce muscle-là, enfin si cette paroi-là est hypofixante en scintigraphie, on ne saura pas si c'est dû à l'artère coronaire ou si c'est dû au bloc de branche gauche. Pour simplifier, c'est vraiment une interprétation des images qui peut être perturbée pour le médecin. À moins que Nicolas veuille le compléter. Ouais, c'est ça, en fait, le bloc de branche gauche, on peut avoir un artefact en fait, d'une fausse hypofixation juste à cause de la désynchronisation qui est induite. Et cette désynchronisation, elle est d'autant plus importante que le patient s'est accéléré. Donc on va privilégier un test pharmacologique où ils s'accélèrent un petit peu, hein. Ils prennent 10 battements, mais on est moins gêné par l'artefact parce que faire un bloc gauche à 150 par minute, on va avoir des images qui peuvent être très, très difficiles à interpréter. Allez, les filles, hein, on vous oublie pas, hein, Sandrine et Agnès, hein, attention. Donc maintenant, avec Sandrine, on va vous parler de la prise en charge du patient en échographie de stress. Donc en fait, il faut savoir déjà que l'échographie cardiaque, c'est une technique d'imagerie non irradiante et employant des ultrasons. Donc en fait, l'objectif de cet examen, enfin les objectifs de cet examen, c'est d'explorer la cinétique du cœur à l'effort, de tenter de reproduire lors de l'effort les symptômes décrits par le patient lors de sa convocation. Et ensuite, cet examen a quelques contraintes, à savoir que si le patient est non échogène, pour le médecin, c'est compliqué, et donc du coup, on l'orientera vers un autre examen, notamment la scintigraphie. Non mais c'est... Pardon. Ouais. Ah bah, excuse-moi. Reviens juste reviens en avant, arrière, pardon. Excuse-moi. Attends. Si tu Hop, peux. voilà, Ouais. oui, ça y est. C'est, en fait, là, vous allez voir avec l'écho beaucoup de points communs, en fait, notamment le fait de, autant que possible, utiliser l'effort pour induire l'ischémie. Mais il y a aussi pas mal de différences. Et vous voyez sur la photo, on n'a pas refait de vidéo là. Et c'est que en scintigraphie, vous avez vu tout à l'heure, le patient il fait son effort. La manipulatrice radio injecte le produit au pic de l'effort, mais les images elles sont faites après. Et bon, le plus proche possible de l'effort, mais elles sont faites après. Où là vraiment, ce qu'on va rechercher, c'est voir si le traceur qui s'est fixé irrigue moins un territoire que l'autre. Alors que là, pendant l'écho, on fait les images vraiment instantanément pendant que le patient est en train de produire son effort. Et donc, du coup, le rôle du paramédical, il est aussi très différent dans la conduite de l'effort, au moment où le patient pédale. Parce que Sophie et Pauline, vous allez essentiellement être des garantes de la bonne injection, parce qu'on peut aussi avoir des soucis d'extravasation. Donc vous êtes surtout responsable d'injecter au bon moment pour avoir les images les plus pertinentes possibles. C'est le médecin en fait qui guide le patient pendant l'effort. Et là, pendant cette phase-là, c'est Sandrine et Agnès qui remplissent le rôle du médecin, en fait, que le médecin aurait pendant la scintille. Elles vont avoir les yeux sur le patient et sur le scope, alors que nous, on est juste là pour faire les images. Je peux passer à l'image suivante. Justement, les images. Donc en fait, le médecin, à gauche, en fait, ce sont les images de repos. Donc avant que le patient commence à pédaler, le médecin fait toujours des images de repos. Et en fait, sur l'écran d'échographe, il y a toujours en parallèle les images de repos et d'effort au fur et à mesure de l'effort. Donc en fait, ça permet là, donc c'est principalement le ventricule gauche qu'on voit. Donc la si vous le, oui. Donc, oh là. Donc là, c'est la paroi. Pardon, je tremble à moitié, c'est pas terrible. Hein. Et donc du coup, là, on voit que les parois se contractent, pour moi, partout, au repos en tous les cas. Et en fait, à l'effort, on aperçoit que là, il y a une hypokinésie, là, une zone qui se contracte moins alors qu'on ne l'avait pas au repos. Donc là, ça veut dire, par déduction, que cette zone du cœur est moins bien perfusée. On ne peut pas dire vraiment ce qui se passe, mais ça indique qu'il y a une mauvaise perfusion à cet endroit-là. Donc après, le cardiologue,
enverra probablement le patient vers des examens complémentaires, notamment la coronarographie. Parfait. Ouais. Donc mardi, tu fais les images. Je ne sais pas faire. Donc en complément, hein, vous voyez exactement le même schéma que ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Entre la sténose et l'angor, nous, on ne vous voit pas du tout la perfusion en écho. On ne la voit pas. On va voir que des conséquences. Donc on va se situer un petit peu plus tard dans cette fameuse cascade de l'ischémie. Et l'élément essentiel pour nous, donc pour détecter cette ischémie, c'est ce que vous a montré Agnès juste avant, le trouble de cinétique segmentaire, c'est qu'il y a une paroi du cœur qui va moins bien se contracter pendant l'effort. Et puis évidemment, on a aussi toutes les informations de l'épreuve d'effort, comme la scintigraphie, l'électro et les symptômes. Mais on n'a pas cette information très précoce que donne la scintigraphie, qui est la perfusion. Néanmoins, si la question se pose, la performance des deux examens dans des centres qui en font beaucoup sont absolument équivalentes en termes de bénéfices pour les patients. Si on en fait beaucoup et qu'on en fait bien, eh bien, ça donne exactement les mêmes résultats en termes d'efficacité d'examen. Alors, nous, notre rôle infirmier, en tout cas pendant l'échographie cardiaque de stress, comme on le stipulait tout à l'heure, cet examen-là, comme pour la scintigraphie myocardique, on n'a pas besoin d'être à jeun. Il faut que le patient, bien entendu, ait une tenue adaptée pour pratiquer le vélo, avec des chaussures adaptées également. Et on part généralement pour un examen à peu près de 30 minutes en lui-même, et il y a une petite préparation avant, le temps qu'il se déshabille, qu'il enfile ses chaussures. On compte large à peu près 45 minutes. Donc nous, notre rôle infirmier durant l'échographie cardiaque de stress, donc on installe le patient sur le vélo. Donc c'est un vélo un petit peu particulier, c'est une table d'examen et le patient est en position semi-assis, semi-couché, ce qui est des fois un peu perturbant pour le patient parce que pédaler dans ce contexte-là, c'est pas évident. Mais cette position-là permet de pouvoir réaliser en fait des images en échographie. Sinon bien évidemment, au niveau du cœur, c'est pas assez près au niveau de la cage thoracique et on ne peut pas avoir de belles images cardiaques. Le patient, nous, en tant qu'infirmière, on lui met des électrodes tout autour du cœur afin d'avoir un joli tracé cardiaque, en tout cas de bonne qualité au repos, puisqu'on sait qu'à l'effort, le patient va pas mal bouger et qu'il est important ce tracé afin d'en faire une bonne analyse, surtout au pic de l'effort. On va poser un brassard à tension également au bras du patient, qui se prendra très régulièrement durant l'effort. Et puis, bien évidemment, on explique l'examen au patient. Des fois, le patient peut être un peu stressé de l'examen. Soit il n'est pas à l'aise un petit peu avec le vélo, soit il a un petit peu peur de ce qu'on va lui dire durant l'examen. Donc, c'est aussi le rassurer, c'est lui réexpliquer que lui, il faut qu'il se concentre essentiellement sur le fait de pédaler à une vitesse constante. Donc pour nous, c'est 60 tours par minute, c'est assez important. Il ne faut pas qu'il aille trop vite ni trop lentement. Et puis que si jamais il éprouve des symptômes, des douleurs thoraciques, qu'il nous le signale tout de suite durant l'examen, puisqu'à ce moment-là, on refera le point avec le médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en échographie et sur les tracés de l'électrocardiogramme. Dans le cas où le patient est incapable de pédaler, en fait, on va réaliser une échographie pharmacologique avec une injection de tonique cardiaque, donc d'obutamine et d'atropine, afin de reproduire un effort en accélérant le cœur progressivement. Donc, durant l'effort, nous, notre rôle infirmier, c'est de surveiller l'électrocardiogramme, signaler au médecin tout trouble du rythme, arythmie qu'on visualise, de surveiller également la tension qui doit augmenter progressivement durant l'effort. Si on évalue qu'à un moment donné, la tension vient baisser ou bien stagner, on la reprend et on le signale tout de suite au médecin. Ça veut dire que, au niveau cardiaque, le cœur n'arrive pas à s'adapter avec l'effort demandé. On surveille bien évidemment la clinique de notre patient, comment il est, est-ce qu'il se sent bien sur le vélo ou est-ce que c'est difficile et qu'il commence à éprouver une douleur thoracique. Et puis, bien évidemment, notre rôle aussi, c'est
de l'encourager, de le motiver, parce que au fil des minutes sur le vélo, il y a une intensité de plus en plus importante qui va se mettre. Et bien évidemment, ils peuvent se décourager et s'arrêter de pédaler subitement. Et c'est pas trop ce qu'on souhaite. Nous, on veut vraiment finir toutes nos images au pic de l'effort. Sur notre scope également, on regarde ce qu'on appelait tout à l'heure, on en a un petit peu parlé avec la scintigraphie myocardique, la FMT. Donc la FMT correspond à une fréquence maximale théorique. Donc elle est calculée, c'est 220 moins l'âge du patient. Donc si c'est un patient, admettons, qui a 50 ans, la FMT maximale pour lui sera de 170 battements par minute, ce qui correspondra à 100% de la FMT. Et pour avoir un effort maximal, dans la théorie, on considère qu'il faut qu'on ait à peu près 85% de la FMT. Ce qui voudra dire que lorsque le patient atteindra à peu près 145 battements par minute, on sera à peu près dans les objectifs de l'effort maximal de 85% d'FMT. Voilà. Toutefois, cette valeur reste complètement théorique parce que, comme le disait tout à l'heure l'équipe de radiologues, c'est que quand le patient est bêta-bloqué, c'est assez compliqué des fois d'arriver à ces objectifs-là. On a également une cible qui est calculée par la machine, qu'on lit et qu'on annonce également aux médecins, qui est calculée par rapport à la taille, le poids et l'âge et le sexe du patient. Donc elle peut être plus ou moins élevée, elle sera plus ou moins atteinte selon les conditions du patient et son état de santé. Si c'est un grand sportif, bien évidemment, on va bien au-delà de la cible. Et si c'est quelqu'un qui est un peu plus sédentaire et qui a d'autres soucis en parallèle comme une artérite oblitérante des membres inférieurs, c'est un peu plus compliqué pour lui de pédaler. Voilà, ceci dit, une fois qu'on a atteint nos 85% d'FMT théorique, à ce moment-là, on parle d'une phase de récupération. Alors, on demande durant l'effort, on demande à notre patient de pédaler à un certain rythme, comme je vous disais. Et puis, progressivement, il y a une intensité qui se met sur le vélo. Cette intensité fait que c'est comme si le patient pédalait sur une légère côte. La côte est de plus en plus intense. Et bien évidemment, au bout d'un moment, il a du mal à maintenir la cadence. Et on sait que là, on va atteindre un pic important de l'effort. Et c'est là où le médecin enregistre toutes les images du cœur à ce moment-là qui sont très importantes. Une fois qu'on a atteint ce pic d'effort, on parle d'une phase de récupération, donc les freins sur le vélo se lèvent et puis on garde en surveillance le patient à peu près, c'est théorique, 6 minutes sur le vélo. On s'assure que sa tension va redescendre progressivement ainsi que la fréquence cardiaque et qu'on retrouvera une tension et une fréquence cardiaque qui se rapprochent d'avant le début de l'examen. Et bien évidemment, lorsqu'on part sur une échographie pharmacologique, quand le patient est dans l'incapacité de pédaler, nous faisons exactement la même surveillance clinique et puis surveillance infirmière. Voilà. J'étais un petit peu vite, les petites sonneries me mettaient un petit peu de stress. Donc voilà, moi j'ai fini pour la partie de l'échographie cardiaque de stress. On va passer à Marie pour le dernier examen non invasif dont on a besoin. Alors là, vous avez vu des tests fonctionnels d'ischémie et Marie va nous montrer le scanner qui est un petit peu différent. Voilà, donc contrairement justement à l'échographie et à la scintigraphie, le scanner va être dit anatomique, c'est-à-dire que déjà, moi, je ne vais pas pouvoir faire d'imagerie d'effort, je vais faire qu'une imagerie au repos, et je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Donc, déjà, je vais vous expliquer rapidement, très rapidement, promis, pourquoi le scanner, c'est un examen irradiant, parce qu'on utilise des rayons X, comme pour une radio standard. Donc, il y a un tube radiogène qui émet des rayons X, qui traverse le patient, et qui sont ensuite récupérés par des détecteurs. Et tout ça, ça tourne très très vite. Et en fait, c'est le fait que nos rayons X traversent le patient qui vont être plus ou moins atténués. Quand ils vont traverser une zone qui est très dense comme les os, c'est pour ça qu'ils vont être très très atténués, nos rayons X. Et c'est pour ça que ça va apparaître blanc, comme sur une radio. Et quand ils vont être très peu atténués, par exemple quand ils traversent de l'air, ça va apparaître noir. Donc, c'est donc, comme je disais, un examen irradiant, comme la scintigraphie, contrairement à l'échographie de stress, donc, vu qu'on utilise des rayons X. La dose qu'on envoie, c'est à peu près la même dose que ce que reçoit un habitant français lambda toute l'année, parce qu'on reçoit une dose radioactive due, par exemple, au granit, qui émet de la radioactivité. On peut recevoir de la radioactivité un peu partout. Quand on prend l'avion, par exemple, la radioactivité émise par le soleil, plein de choses comme ça.
Donc nous, au scanner, un coroscanner, je parle juste pour le coroscanner, on récupère à peu près la même quantité que ce qu'un Français lambda a dans son année. Ah mince, pardon. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Ah, du coup, ça marche plus. Est-ce qu'on peut relancer la vidéo à droite, s'il vous plaît? Je ne sais pas si ils peuvent à distance ou pas. Ah, merci. C'est juste pour vous montrer à quel point ça tourne vite à l'intérieur de notre machine. Ça fait beaucoup de bruit, un scanner. Nous, souvent, on compare ça un peu à une machine à laver, parce que finalement, c'est un peu le même principe. Ça tourne très, très vite. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des images à un instant T précis, très, très précis. Et donc, il faut imaginer quand même que c'est ça qui tourne très, très vite. Donc, il y a la tube de radio, hop, qui envoie au niveau des détecteurs. Donc, pour ce qui est coroscanner, actuellement, on va faire du 0,23, c'est-à-dire qu'en 0,23 secondes, tout cet ensemble-là va faire un tour. Hop. Donc, je voulais vous parler aussi de quel est l'intérêt d'injecter un produit. Parce que, comme je vous disais, les petits rayons X, ils traversent notre patient, ils sont plus ou moins atténués, donc c'est pour ça que tout ce qui est os, donc là on a le rachis, on a les côtes, apparaissent blancs. Tout ce qui est air sur le côté apparaît noir, donc ça c'est les poumons, c'est pour ça que ça apparaît noir, parce que c'est beaucoup d'air finalement, un poumon. Et le problème qu'on va avoir, c'est que toutes nos parties molles, donc là c'est les muscles, là c'est notre cœur, tous nos vaisseaux, eh ben, ils vont nous apparaître en nuances de gris. Le problème qu'on va avoir, donc, c'est comment bien étudier cet amas de choses grises. C'est grâce à l'injection de notre produit de contraste. Donc, notre produit de contraste, c'est à base d'iode. C'est grâce à ça qu'en fait, on va pouvoir colorer, entre guillemets, notre vaisseau. En injectant notre produit, ça va permettre au médecin de faire une étude un peu plus claire, un peu plus subtile de tous ces vaisseaux-là, de tout ce qui va prendre le contraste. Donc, c'est pas du tout radioactif, ça, du coup. Contrairement à... Pardon, je vous ai mis... Contrairement à mes collègues de médecine nucléaire, c'est pas radioactif, c'est de l'iode qui sera donc éliminé par les urines. Et donc, au temps artériel, ça permet de bien voir les vaisseaux sanguins, donc c'est intéressant quand même pour le radiologue, pour étudier les coronaires. Et dans un temps un peu plus tardif, j'en parlerai pas trop parce que c'est plus vraiment les coronaires, mais ça va permettre d'analyser un peu le muscle aussi. Parce que, alors là, ça se voit pas forcément très bien, mais ça paraît un peu plus gris clair que là, par exemple. Faut imaginer. C'est un peu plus gris clair, je vous l'assure. Parce que là, du coup, notre produit de contraste est passé. Parce qu'il y a eu... du coup, ça a été perfusé à cet endroit-là. Donc, toutes les parties qui ne seront pas perfusées resteront gris foncé. Donc, c'est un examen qui est synchronisé au rythme cardiaque. Donc, nous, le but de notre examen, ça va être essayer de faire nos images à 75% du cycle cardiaque. C'est très précis parce que, en fait, c'est cette zone-là, en fait, comme le montre la petite vidéo, où on va avoir une stabilité de nos artères coronaires. Parce que nous, en fait, le scanner, c'est un peu comme de la photo. Si c'est flou, enfin, si ça bouge, c'est flou. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'avoir une zone bien stable, en fait. Le problème, c'est que c'est facile, entre guillemets, quand on a un patient qui est stable, qui a 60, 65 BPM. Cette fameuse zone de télédiastole, elle va être facile à viser. Et nos artères coronaires vont être à peu près synchrones au moment de leur stabilité. Donc c'est pour ça qu'on ne fera qu'une seule phase, en fait. Finalement, on fait nos images notre image scanner à 75% de la télédiastole pour avoir nos 3 artères à peu près stables en même temps. Sauf que dès que notre patient va avoir un rythme trop rapide ou en FA ou complètement aléatoire, on va être un peu coincé, parce qu'on ne va plus pouvoir avoir cette fameuse phase où toutes nos artères coronaires sont à peu près stables au même moment. Donc là, on va être obligé de faire plusieurs phases du cycle. Et là, on va être plus irradiant du coup. Au lieu de faire bim, on injecte, on fait notre image à cet instant-là, on va dire, du coup, on fait des images tout le long du cycle. C'est un petit peu plus irradiant, mais du coup, malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas, du coup, actuellement, ça viendra peut-être, Lara Marteau ce matin parlait de la perfusion au scanner. Actuellement, on ne peut pas faire d'images, d'effort au scanner, parce que, du coup, on accélérerait le rythme cardiaque, et du coup, là, on ne pourrait plus se synchroniser. Alors, la préparation du patient. Donc, comme on disait tout à l'heure, en amont de l'examen, notre patient ne sera pas à jeun. On n'a pas nécessité qu'il soit à jeun. Alors, comme on injecte notre produit de contraste, ça peut donner une sensation de chaleur. Donc, cette sensation de chaleur, elle est plus ou moins bien tolérée par les gens. Donc, l'idéal, c'est de ne pas manger un gros plat, pas une grosse choucroute avant de venir. Mais un repas léger, c'est pas mal. Ça permet de mieux tolérer cette sensation de chaleur. Mais par contre, les patients vont être alertés en amont de l'examen. Avec leur convocation, ils vont avoir un petit récapitulatif de l'examen, comment ça va se dérouler.
et ils vont être alertés sur les allergies, car notre produit de contraste, il n'est pas magique, et du coup, il peut créer justement des allergies. Donc, les patients qui ont déjà eu des examens ou qui ont un terrain allergique, vont devoir contacter leur médecin pour avoir une prémédication avant cet examen-là. Au moment de l'arrivée, on fait remplir à notre patient une fiche qui va surtout nous permettre à l'injection. Donc, ça va nous permettre de vérifier l'identitovigilance, forcément. Donc, le poids et la taille, parce que la quantité des rayonnements qu'on va devoir administrer au patient pour avoir une image de qualité va aussi dépendre de sa corpulence. Forcément, vu que notre petit rayon X il est atténué en fonction de la densité traversée, plus notre patient va être corpulent, plus il va être dense, plus on va devoir mettre de rayon X. Grosso modo, c'est ça. Et donc aussi, on va se concentrer sur tout le terrain allergène. Si finalement, il y a un patient qui est passé entre les mailles du filet, qui n'a pas été prémédiqué et qu'il a un terrain allergène, on va aussi poser la question s'il a une bonne fonction rénale. Parce que comme je disais, notre produit va être éliminé par les reins. Donc nous, on va être attentif aussi à la clairance rénale. Et aussi, notre patient, savoir s'il n'est pas enceint. Parce que techniquement, comme c'est irradiant, on peut avoir des effets tératogènes sur le développement d'un embryon. Hop. Donc, après avoir du coup pris en charge notre patient, on lui explique l'examen, parce qu'on va avoir besoin d'une bonne coopération de sa part, parce que autant il ne peut pas ralentir son rythme cardiaque, autant on va pouvoir s'affranchir du flou au niveau des poumons en lui demandant des apnées. Donc il faut être sûr que le patient ait bien compris qu'on va lui demander de gonfler les poumons et bloquer la respiration. C'est des apnées qui durent que quelques secondes, mais c'est important qu'elles soient bien réalisées, sinon effectivement on a tout le parenchyme pulmonaire qui va apparaître flou. Et on lui pose du coup sa perfusion qui nous permettra d'injecter notre produit. Donc nous on perfuse quand même avec des cathéters verts du 18 gauche, parce qu'on va injecter 70 cc à 4-5 cc par seconde. Contrairement à mes collègues de médecine nucléaire où on injecte à la main et du coup là on pose des cathéters plutôt bleus parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un gros débit. Donc on installe ensuite notre patient. Donc ça aurait été bien effectivement que je vous explique qu'en amont on lui explique aussi comment ça va se dérouler, c'est-à-dire qu'il va être allongé sur le dos, les bras au-dessus de la tête. Ça permet d'anticiper effectivement, voir si au niveau de la mise en place sous la machine, le patient va avoir des difficultés. Parce que, effectivement, un patient de 90 ans, mettre les bras au-dessus de la tête, ça va peut-être être compliqué. Le problème, c'est que si on lui garde les bras le long du corps, on va encore augmenter sa fameuse densité, parce que c'est la zone qu'on va regarder. Notre machine tourne tout autour du patient, même si c'est juste sur le côté, mine de rien, ça rentrera quand même dans le champ du cœur. Donc, les bras au-dessus de la tête, les pieds vers la machine, et c'est la table, du coup, qui va rentrer dans la machine et ressortir plusieurs fois. On va lui prendre une tension également, en amont, car dans certains cas, la majorité des cas, s'il n'y a pas de contre-indication particulière, le médecin radiologue pourra nous demander de mettre du natispray avant notre injection. Le natispray, vasodilatateur, qui va donc dilater les vaisseaux et qui va du coup permettre de mieux les visualiser sur l'examen. On va le synchroniser, du coup, forcément, avec nos électrodes. Et dans certains cas également, si on voit que notre patient est trop rapide pour notre examen, si c'est trop compliqué de viser notre fameuse 75%, en accord avec le radiologue, on pourra injecter éventuellement de la ténormine, forcément, après avoir vérifié les contre-indications. Hop, donc là, c'est la fameuse injection du produit de contraste. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah non. Il y a une vidéo, je ne sais pas si vous pouvez la lancer, s'il vous plaît. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas facile, entre guillemets, de viser le bon moment pour lancer notre produit. Donc, on fait ce qu'on appelle une smart prep, c'est-à-dire que c'est une coupe qu'on répète. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'arrivée du produit. Là, dans la veine cave, dans l'artère pulmonaire, et hop, dès que c'est arrivé dans l'aorte ascendante, on a déclenché notre imagerie pour optimiser finalement notre imagerie. C'est-à-dire qu'on va lancer nos rayons, on va lancer nos images pile quand on aura suffisamment de produits dans le cœur. Comme ça va nous permettre de limiter un maximum la quantité de produits qu'on va injecter, parce qu'on aura juste la quantité de produits qu'il nous faut. Donc, du coup, on élimine beaucoup plus rapidement ce produit-là. Et du coup, on va pouvoir prendre en charge des patients qui ont des fonctions rénales qui seront un peu limite. Et quand il s'agit d'un TAVI ou des choses comme ça, des examens qui vont avoir besoin des patients qui vont vraiment avoir besoin de leur examen, sinon ils meurent, du coup c'est quand même intéressant d'avoir le minimum de produits. Donc ça, c'est juste pour vous montrer l'examen. Ah mince. Est-ce que vous pouvez aussi lancer la vidéo? Merci. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le principe des images qu'on obtient. Donc avec une bonne... Donc là, on voit la coronaire
gauche, la coronaire droite. Il faut imaginer que vous voyez le patient par les pieds. Et donc là, on descend, en tranche de steak, entre guillemets, de la tête vers les pieds. Donc nous, ce qu'on irradie pour un coroscanner, c'est juste le cœur. C'est-à-dire qu'on va juste de la carène à la pointe du cœur. C'est tout. On limite au maximum notre irradiation. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir des examens très très peu irradiants finalement. Donc voilà, ensuite les médecins font des reconstructions. Donc nous on en fait également, en tant que manipulateur, on fait des reconstructions, mais c'est des reconstructions plus basiques qui vont nous permettre de changer des filtres, de faire varier cette fameuse nuance de gris pour mieux voir le parenchyme pulmonaire, parce que sinon tout est noir. Voilà. On peut effectivement reconstruire différentes phases du cycle quand on a dû du coup irradier sur différentes phases du cycle. Le médecin, lui, va, grâce à l'intelligence artificielle également, comme on parlait le docteur Marteau ce matin, pouvoir faire des reconstructions en 3D dans le plan de l'artère et également de dérouler cette artère-là pour mieux visualiser la lumière. Et donc dans les différents plans du cœur. Mais du coup, ça va leur permettre également de bien voir non seulement le cœur, mais l'aorte, tous les organes annexes, en fait, finalement, qui sont quand même visibles, donc qui doivent être interprétés au passage. Et alors ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu les choses anormales qu'on peut voir. Donc là, par exemple, on peut voir un rétrécissement de la lumière du vaisseau. Il n'est pas complet, notre vaisseau. Il y a une petite sténose partielle de l'IVA. Et là, par exemple, notre IVA, elle est complètement bouchée. Au lieu que ça continue, au lieu d'avoir un trait blanc, il n'y a plus de trait blanc. C'est qu'il n'y a plus de perfusion. Donc ça, c'est le temps artériel. Et comme je vous disais, on peut apercevoir, du coup, je ne sais pas si vous arrivez à voir, que là, c'est un peu plus noir. Ça devrait être gris clair comme là. Et là, c'est un peu plus noir. C'est parce que justement, cette partie du muscle-là n'a pas été bien perfusée, car justement, ça passe plus, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit après, sur le même patient, une image en coronarographie, du coup, où ils ont pu faire le même sorte d'image que nous pour voir que ça passait pas. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse sur le score calcique. Elle en a parlé un petit peu ce matin, Lara. Ça, c'est un examen qui va être plutôt fait en amont, justement, pour... je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a dit, de toute façon. L'avantage de cet examen-là, par rapport au coroscanner, c'est qu'il est encore moins irradiant, car on n'a pas d'injection de produit de contraste. Donc, on limite encore plus l'irradiation. Et pourquoi on n'a pas d'injection de produit de contraste? Parce que nous, ce qu'on va regarder, c'est les calcifications, justement, des artères coronaires. Et la calcification, ça se rapporte un peu à l'os. Donc, ça apparaît blanc, naturellement, finalement, sur notre examen. Donc, on n'a pas besoin d'injecter de produit de contraste. Et donc, en fait, on fait notre irradiation dans la même zone, mais on n'injecte pas de produit de contraste, donc c'est moins irradiant. Et grâce à un logiciel, ils vont pouvoir délimiter, en fait, les zones calcifiées. Ça va leur donner, du coup, ce fameux score calcique qui va permettre de reclasser ou de déclasser un patient qui serait un patient lambda qui pourrait être diabétique ou avoir du cholestérol, mais sans doute forcément de facteur de risque, qui serait un risque intermédiaire. Et du coup, grâce à ce score calcique-là, le reclasser en risque plus élevé, qui pourrait amener à d'autres examens. Voilà. Et donc ça, c'est le petit résumé de tout ce qu'on vient de vous raconter. J'ai essayé d'être rapide, mais c'était pas très simple. Donc voilà. Donc on a 3 examens qui sont tous différents et tous un peu complémentaires finalement. Merci beaucoup Marie, merci à vous toutes. C'était vraiment excellent. La dernière diapo est super. On a débordé un petit peu, je pense, mais on ne s'est pas encore fait virer par les autres ateliers. Donc profitez-en si vous avez quelques questions encore à poser en attendant qu'ils arrivent. J'avais juste une question sémantique. Pourquoi échographie de stress et pas échographie de... Ah oui, tu veux répondre? Non Écho de stress, parce que justement, on est passé rapidement là-dessus. Comme pour la scintigraphie, on va privilégier l'effort, toujours ce qui est le plus physiologique, mais elles ont aussi une alternative pharmacologique chez les gens qui ne peuvent pas pédaler, qui est complètement différente de la scintigraphie. On va utiliser un vasodilatateur pour voir bien les vaisseaux bien se dilater. Là, en échographie, on va devoir avoir en fait l'équivalent d'un effort, parce que comme je vous ai montré, tout ce qu'on voit, c'est la fonction contractile. Et donc, on a juste besoin d'augmenter la fréquence cardiaque et la contractilité du cœur. Et donc là, on utilise de la dobutamine. Le tonique cardiaque dont elle vous en parlait, c'est de la dobutamine. Donc, le terme général qui regroupe effort et dobutamine, c'est stress. Et ça entraîne
pourrais mettre écho de zen. Effectivement, le terme stress, ça stresse le patient. Du coup, avec la convocation, il y a une explication de l'examen justement pour essayer que le patient soit moins stressé lorsqu'il arrive, parce qu'il y a des gens effectivement qui ne dorment pas la nuit parfois. Donc on avait travaillé là-dessus pour qu'il y ait une explication justement pour pas que les gens arrivent trop stressés. Je suis juste une question, et pour un patient qui a des troubles cognitifs, comment ça se passe? Parce qu'avec le stress et avec les troubles cognitifs, oui, alors ça ne nous arrive pas très souvent finalement cette situation-là. C'est vrai que si le patient a des troubles cognitifs, je pense que l'examen serait compliqué parce qu'on a besoin vraiment de sa participation. En écho d'effort, on a vraiment besoin qu'il soit Oui. Des obus, on n'en fait pas énormément, on privilégie beaucoup l'effort quand même en écho. Donc, ça, c'est plutôt des patients qui vont être vus en médecine nucléaire. Est-ce que ça ne met pas à jeun de la FMT ou facilement? Ah bah si le patient n'arrive pas à... Bah après, tout dépend. Hein. Donc la question, c'est si on n'arrive pas à atteindre la FMT. Donc là aussi, c'est en échographie, on fera pas mieux que ça, hein, parce que on a besoin de faire les images tout de suite, et le patient n'a pas de voix d'abord. Donc on ne peut pas rattraper le coup en cours d'effort si on a estimé qu'il allait pouvoir faire un effort maximal et que ce n'est pas le cas. Donc à ce moment-là, on complétera soit par un scanner, soit par une scintigraphie. Si on se rend compte par contre en cours d'effort de scintigraphie qu'on va avoir du mal à atteindre la FMT, là il a la voie d'abord déjà pour l'injection du traceur, et on peut compléter par un test pharmacologique en plus. Mais on ne l'arrêtera pas de pédaler, on complétera juste en plus.